Bonjour à tous et bonjour Louis Alliot. Bonjour. Voilà, vous êtes bien là, vous êtes maire de Perpignan, on vous voit bien, hein, à l'image, pas de souci. Maire de Perpignan, porte-parole de la candidate Marine Le Pen. Vous êtes en duplex de votre mairie de Perpignan. J'imagine que vous avez à présider des cérémonies en ce 11 novembre ce matin. On va parler du sanitaire, si vous voulez bien. Monsieur le maire, après Emmanuel Macron, Olivier Véran sur TF1. Hier soir, a confirmé la vigilance face à la 5e vague. Une 3e dose aux plus de 65 ans est demandée. Ce sera décisif pour conserver le pass sanitaire. Est-ce que cette mesure-là, cette nouvelle contrainte est nécessaire pour passer ce nouveau cap ? Écoutez, moi je comprends la vigilance et la précaution qu'on prend, mais ce pass sanitaire, j'ai jamais été convaincu et je suis toujours pas convaincu. J'estime que les Français sont des gens responsables et particulièrement, j'allais dire, les personnes à risque qui ont déjà fait 2 doses et qui, je le vois autour de moi, sont déjà inscrites ou ont déjà fait la 3e dose. Et j'ai l'impression qu'on infantilise un peu les Français en les obligeant par la contrainte à un certain nombre d'actes, alors que, vous savez, ils regardent les choses d'une manière responsable, ils voient bien le danger pour les personnes âgées notamment ou les personnes à risque, et donc font le nécessaire pour se protéger et protéger les leurs. Donc de ce point de vue-là, je suis très sceptique et même très opposé au pass sanitaire. Vous êtes très opposé au pass sanitaire, Louis Alliot ? Oui, parce que je vous dis, moi je suis pour le principe de responsabilité. Et je ne pense pas que c'est comme ça, par la contrainte et la menace, qu'on arrive précisément à convaincre les personnes de le faire. Et d'ailleurs, ça s'est relativement quand même bien passé depuis le début. Grâce je au ne pass pense sanitaire, pas que le pass sanitaire soit... Grâce au pass sanitaire, l'évolution de l'épidémie se passe plutôt bien. Je ne pense pas que le pass sanitaire soit l'élément déterminant. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience dès le départ et qu'on l'a bien vu, au fur et à mesure, les Français ont répondu tout simplement aux appels des médecins, du personnel soignant et des messages gouvernementaux. Encore une fois, moi je suis pour le principe de responsabilité et pas en cette matière pour la contrainte ou la menace. Je trouve que ça fait beaucoup maintenant. Alors par esprit de responsabilité, est-ce que vous dites à vos concitoyens, à vos administrés en particulier, allez faire cette 3e dose le plus vite possible ? Est-ce que vous le leur dites ? Est-ce que vous faites passer des messages en tant que maire ? Moi, quand on me pose la question, évidemment, je ne m'y oppose pas. On a même mis en place au tout début le premier vaccinodrome sur la ville de Perpignan qui a très bien marché. Et donc, je n'ai pas de souci avec cela. Personne à risque, plus de 65 ans, ça me paraît évidemment la cible prioritaire. Maintenant, je dois vous le dire, très critique sur les sanctions que l'on inflige, notamment au personnel soignant, parce qu'on ne peut pas, à 20h, applaudir les infirmières quand, en plein milieu de la première pandémie, elles étaient sans protection, en train de sauver des gens dans les hôpitaux, et aujourd'hui les menacer, les poursuivre, parce que certains refusent de faire la vaccination, alors qu'elles ont toujours très bien fait leur travail, en se préservant et en préservant les autres et en respectant les protocoles d'hygiène qui sont ceux des hôpitaux depuis toujours. Oui, Alliot. Par ailleurs, une petite précision, d'ailleurs, les personnels soignants ne sont pas soumis à l'obligation de cette 3e dose, sauf évidemment ceux qui ont plus de 65 ans, s'ils travaillent encore. Est-ce que vous craignez une campagne Est-ce que vous craignez une campagne présidentielle avec pass sanitaire ? Vous comprenez ça ce que je veux dire ? Influence, et on l'a vu au régional et on l'a vu au départemental, ça a une influence. Il y a des personnes qui, depuis cette pandémie et depuis la mise en place d'un certain nombre de contraintes, depuis aussi, il faut bien le dire, la cacophonie qui a existé au sommet de l'État, eh bien, se désintéressent de la chose publique et ne vont pas voter. Ce qui est à craindre à cette élection présidentielle, c'est les gens qui ne se déplacent pas pour aller voter. Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs, mais je pense que la pandémie et la gestion de la pandémie peut être un facteur non négligeable pour les gens de ne pas aller voter. Et d'ailleurs, moi, je lance un appel, et je leur lance un appel, c'est quand même très important d'aller voter à cette élection présidentielle, parce que de cette élection présidentielle dépendra l'avenir de la France.
Et je pense qu'il faut maintenant, j'allais dire, faire preuve non seulement de courage, mais de volonté, de détermination en se déplaçant aux urnes. C'est plus qu'un droit, le droit de vote, c'est un devoir de citoyen. C'est un enjeu, évidemment, pour vous, évidemment, le Rassemblement national, mais c'est un enjeu démocratique. Une annonce aussi par le président Macron d'un serrage de vis sur les chômeurs qui ne rechercheraient pas activement un emploi. Vous approuvez, Louis Alliot? Non, c'est toujours pareil, vous savez. Monsieur Macron profite de la crise pour durcir les règles d'un certain nombre de publics, mais on ne peut pas, au nom de quelques abus qui existent certainement, pénaliser l'ensemble. Moi, je reçois tous les jours des demandes d'emploi, je reçois tous les jours des CV, je vois tous les jours des gens qui sont dans les difficultés, et pourtant, ils ne trouvent pas d'emploi, ou il n'y en a pas qui soient adaptés à leurs compétences. Je pense que maintenant, il faudrait surtout mettre en adéquation les formations que l'on propose avec la réalité du marché du travail. C'est incroyable que dans le bâtiment, dans la restauration et dans d'autres secteurs, on ne trouve pas assez de main-d'œuvre, alors que, j'allais dire, les demandes sont tout aussi nombreuses que quand M. Macron a pris la responsabilité de l'État en 2017. 300 000 offres d'emploi non pourvues. C'est stigmatisant de la part du président. Il culpabilise les chômeurs. C'est ce que vous dites ce matin. Oui, parce que je pense que les chômeurs qui abusent ou qui le font, qui font exprès de ne pas répondre, etc., et ça doit exister. Et je pense que Pôle emploi doit avoir bien ciblé ce public-là. Mais les autres... Mais alors qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? Il fait de la politique? Comment vous interprétez il cible un électorat qui considère qu'il y a trop d'assistanats en France, etc. C'est pas votre électorat, sur une partie, il a évidemment raison, mais je ne pense pas que ce soit en sanctionnant tous ceux qui sont aujourd'hui dans la difficulté qu'il va arriver à trouver du travail. Je préférerais qu'il annonce, moi, un grand plan national sur la formation des jeunes, sur la transformation d'un certain nombre de filières, sur tout simplement l'aide à un certain nombre d'autres filières. Tout cela n'est pas fait. À côté de ça, on ne voit que le bâton, que le bâton, que le bâton. À un moment donné, il va falloir qu'ils proposent des solutions qui permettent aux Français d'espérer et pas systématiquement de la contrainte, même si dans certains cas, s'il y a abus, il faut qu'il y ait sanctions. Ça, c'est évidemment... ça paraît évident, voilà. Donc, vous dites qu'il a en partie raison et politiquement tort, c'est ce que j'entends. En tout cas, sur la formation, il y a eu des milliards qui ont été engagés depuis le début du quinquennat Macron, précisément pour faire ce que vous dites, c'est-à-dire mettre en adéquation les besoins oui, mais les milliards, et les hommes et les femmes. Les milliards ne servent à rien, je regrette. Moi, je suis en lien avec des syndicats patronaux, que ce soit le bâtiment de travaux publics, que ce soit la restauration, etc. Aujourd'hui, il y a pénurie de main-d'œuvre. Que fait-on? Comment incite-t-on les jeunes à aller précisément obtenir une formation et avoir du travail? J'étais encore l'autre jour à une opération. J'étais l'autre jour à une opération sur la recherche d'emploi par des personnels fragiles dans un quartier difficile. Il y a du public, il y a des jeunes qui veulent travailler. Et c'est quand même curieux qu'on ne leur propose pas des formations adaptées aux emplois que les entreprises demandent. C'est sur ça qu'on devrait se concentrer. Et on devrait d'ailleurs, et c'est leur responsabilité, mobiliser les régions sur cela. On voit M. Macron qui parle pendant une demi-heure à la télévision pour brasser du vent. Et à côté de ça, il y a la réalité du terrain où on voit des jeunes désemparés qui cherchent du boulot, qui vont de bureau en bureau et à qui on ne propose aucune formation. Donc moi je dis qu'il faut sortir de la communication et mettre le nez sur le terrain beaucoup plus que ne le fait M. Macron aujourd'hui et son gouvernement. Louis Alliot, un sujet très important dans l'actualité aujourd'hui, c'est la nouvelle crise des migrants en Europe. Des hommes, des femmes, des enfants sont entassés en Biélorussie à la frontière de la Pologne. Le ministre chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, vient de dénoncer non pas une crise migratoire, mais une attaque migratoire. Est-ce que vous dénoncez le cynisme du numéro 1 biélorusse, Loukachenko, qui instrumentalise, semble-t-il, la détresse des migrants? Ça paraît évident que l'immigration est devenue une arme diplomatique et géostratégique. Aujourd'hui, c'est le président biélorusse qui fait pression sur l'Europe, mais souvenez-vous que la Turquie a fait exactement de même, M. Erdogan. Et je trouve que, évidemment,
l'Europe n'a pas les mêmes réponses lorsqu'il s'agit de la Biélorussie qui est coupable de cette situation, et quand c'est la Turquie qui le fait, elle est un peu plus compréhensive. Moi, je pense qu'il faut rester ferme, il faut soutenir la Pologne dans cette opposition frontale à toute nouvelle immigration clandestine et massive, et qu'il faut maintenant que la diplomatie prenne le pas un peu sur ce jeu malsain qui existe entre l'Europe et la Biélorussie aujourd'hui. Je note que vous jugez responsable Loukachenko, donc vous condamnez la Biélorussie dans cette façon, encore une fois, d'organiser le chantage. L'utilisation comme une arme diplomatique de femmes, d'enfants et de personnes vulnérables à des fins politiques est proprement scandaleux. Alors, voilà, il faut Marine le dire, Le Pen, et ça ne me gêne pas du tout pour dénoncer cet état de fait. Marine Le Pen, présidente, Ouellio, qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui ? Quelle initiative elle prendrait ? Elle soutiendrait la Pologne de toutes ses forces en lui disant surtout qu'elle ne flanche pas, et elle l'aiderait pas. Il faut que la Pologne soit ferme, n'ouvre pas ses frontières à quelques milliers d'hommes et de femmes, déjà. Ferme ses frontières et commencer à négocier avec la Biélorussie et les autres pays qui sont des amis de la Biélorussie, je pense notamment à la Russie, pour desserrer cette pression et trouver une issue diplomatique. L'Europe ne peut pas être le réceptacle de toutes les misères du monde, parce qu'à force d'accueillir toute la misère du monde, eh bien, on va accélérer la misère de nos propres peuples européens pour le plus grand chaos général. Alors il faut être, je pense, responsable, et on n'a pas besoin d'immigration supplémentaire. Et quand il y a un pays qui joue avec cette immigration-là, eh bien, je crois qu'il faut le dénoncer fermement et ne pas hésiter à démontrer la force précisément qui est celle aujourd'hui de la Pologne pour s'opposer à ce genre d'immigration supplémentaire. Mais là, à court terme, parce qu'il y a un enjeu de vie et de mort pour certains de ces migrants qui sont derrière les barbelés en Biélorussie, leur permettre d'entrer sur le continent européen, l'Europe ne peut pas absorber quelques milliers d'hommes, femmes et enfants à court terme. Maintenant. Écoutez, ça fait combien de temps que l'Europe absorbe Ça fait combien de temps que l'Europe absorbe chaque année, avec ce genre de considération, des milliers et des milliers de personnes. Tous les jours, vous voyez, dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière, vous avez des migrants qui passent, qui arrivent dans notre pays, à qui on ne propose pas de travail, il n'y en a pas, à qui on ne propose pas de logement, il n'y en a plus, et qui errent comme ça dans les rues, ou qui saturent les places sociales qui sont proposées aux gens les plus vulnérables. Et on en fait quoi, Madame Martichoux? Est-ce que quelqu'un va un jour se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait de ces personnes que l'on accueille et à qui on est incapable de donner un avenir ou tout simplement de donner une subsistance au quotidien? Eh bien, malheureusement, on est en train de créer les conditions des chaos dans les villes, et je peux, moi, vous assurer que dans les mois et les années qui viennent, ça sera encore plus difficile. Soit on arrête maintenant toute nouvelle immigration, soit on paiera très cher aujourd'hui, eh bien, le laxisme général de l'Union européenne et de certains pays européens en particulier, dont l'Allemagne. Dernière question sur ce dossier qui est très important. C'est Poutine qui a la clé? Poutine, dont vous soutenez la politique, est-ce que c'est Vladimir Poutine? Des grands pays. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette crise, c'est Vladimir Poutine qui a la clé? On dit beaucoup qu'il est le bras, enfin, Loukachenko est le bras armé du numéro 1 russe dans cette région. Oui, on dit beaucoup de choses. Je pense qu'il est l'un, précisément, des partenaires essentiels à mobiliser pour desserrer cette pression et montrer au président biélorusse qu'il ne peut pas tout se permettre. Alors oui, si vous me demandez qu'il faut avoir des relations avec Vladimir Poutine pour régler cette situation, je pense que oui, il faut en avoir, parce que tout simplement, la Russie est un grand pays, est une grande puissance mondiale, et la France doit discuter avec tous ces pays-là, et notamment dans ces situations. Alors, on revient à la France avec la campagne présidentielle. Éric Zemmour, que vous connaissez bien, vous l'aviez d'ailleurs accueilli pendant votre campagne municipale en 2019, n'est pas encore déclaré à ce stade. Vous lui dites quoi ce matin? Éric n'y va pas? Je lui dis qu'on a un adversaire qui s'appelle Emmanuel Macron, qu'il y a un système aujourd'hui qui fait du dégât en matière d'immigration, d'insécurité. C'est précisément le système de M. Macron et de ses alliés.
et que la seule cible politique, ça doit être M. Macron. Je lui en dis pas plus. Vous savez, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous lui dites, n'y va pas, tu es un facteur de division. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est évident qu'aujourd'hui, il divise la famille nationale pour un bénéfice qui n'est pas prouvé et qui est même loin d'être prouvé. Donc, dans ces conditions, nous sommes des hommes libres, nous sommes en démocratie. Moi, je n'ai pas à lui dicter sa conduite, mais je dis aujourd'hui qu'il est le meilleur allié d'Emmanuel Macron. C'est une certitude. Oui. Maintenant, vous pourriez dire franchement, ses responsabilités. Vous pourriez dire franchement, puisque c'est la logique de ce que vous dites, n'y va pas. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous ne voulez pas froisser pour l'instant ceux qui sont de potentiels électeurs de Zemmour? Non, mais pas du tout. Moi, je l'ai dit depuis le début. Je pense qu'il ferait une erreur et que cette erreur serait funeste à toute la famille nationale. Mais pour autant, je constate que la principale cible aujourd'hui, malheureusement, d'Éric Zemmour et de son entourage, ça reste Marine Le Pen et le Rassemblement national, ce qui est quand même un comble, puisque nous sommes les seuls, pendant 30 ans, à avoir dénoncé les phénomènes et les problèmes dont il parle aujourd'hui. Et je dois dire que nous prendre comme seul adversaire, c'est quelque chose qui me paraît, moi, extrêmement curieux. Donc je lui dis, occupe-toi de Macron et arrête de taper sur les patriotes qui étaient là depuis bien longtemps, pendant que lui et un certain nombre de ses amis n'y étaient pas. Vous avez un discours assez, j'allais dire modéré, en tout cas vous le ménagez plutôt, peut-être au nom de cette amitié qui vous a d'ailleurs lié pendant plusieurs années. Il y a un ancien cadre du FNRN des Pyrénées-Orientales, qui a travaillé avec vous pendant longtemps d'ailleurs, qui l'a rejoint pour le représenter dans votre département. Il s'appelle Bruno Le Maire, c'est un homonyme du ministre. Mais comment le combattre? Comment le combattre, Éric Zemmour, en quelques mots? C'est un peu flottant, la stratégie chez vous. Oui, enfin, il partage une autre caractéristique ensemble, c'est que Éric Zemmour avait appelé à voter François Mitterrand ou avait voté Mitterrand en 81, et M. Le Maire était adhérent d'abord du Parti Socialiste. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens comme ça qui ont les corps. Pas rien. Oui, il n'y a pas de souci, mais je constate qu'il y a des gens qui sont comme ça, avec des convictions à géométrie variable, et là, c'en est un. C'est bien dommage, mais encore une fois, vous savez, moi je suis fidèle à mes convictions, je n'ai jamais changé d'opinion, et je continue évidemment non seulement à soutenir la candidature de Marine, parce que je pense qu'elle est la meilleure candidate pour battre Emmanuel Macron à cette élection présidentielle, mais en plus, moi j'appelle au rassemblement et à arrêter cet esprit de division qui anime l'entourage d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il faut taper sur Éric Zemmour à bras raccourcis? Est-ce qu'il faut l'attaquer frontalement? Non, mais il faut lui poser la question, est-ce qu'il faut continuer à taper sur Marine Le Pen à bras raccourcis? Quand on m'attaque, je me défends. Quand on nous attaque, je défends mes amis. Je considère aujourd'hui que la stratégie d'Éric Zemmour est une agression caractérisée contre Marine et contre le Rassemblement national. Donc ça ne me gêne absolument pas d'y répondre. Vous savez, quand vous êtes comme ça sur un terrain et que vous jouez une partie, l'essentiel c'est de gagner. Eh bien, il faut se donner tous les moyens de gagner. Et je pense qu'il y a des moyens loyaux et des moyens déloyaux. Je constate que certains de ses amis emploient des moyens déloyaux. Donc nous nous défendons et nous critiquons évidemment la stratégie qui est celle aujourd'hui de l'équipe Zemmour et qui vise tout simplement à conforter Emmanuel Macron dans sa quête d'un second mandat, et ce que je trouve particulièrement dramatique. Dramatique. Merci beaucoup Louis Alliot d'avoir été ce matin notre invité.